Salut l'équipe, nouvel entretien cette fin d'année riche en basket évidemment. On est à un jour du All-Star Game et on est aujourd'hui avec un joueur qu'on attend beaucoup lors de cette fête. Il sera pas là pour ses reverse dunk, pour ses 360 ou ses riders, on va peut-être lui demander, mais il sera surtout là parce que il filoche tantôt. La gâchette, international français bien sûr, et joueur du Limoges CSP, Nicolas Lang est avec nous. Ça va Nico? Salut les gars, ça va, merci beaucoup. On est ravis de t'avoir parmi nous pour parler de basket pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Ça dépendra de ce que tu vas nous donner. Ben, ce que vous... Plus que ça, j'espère. À vous d'être bon sur les questions. Voilà. Non, on voit le cerveau, oui. tu vois. Si je suis pas bon sur le terrain, et coach, donne-moi des systèmes. Alors nous, on n'a pas de système. Ça semble logique, ça semble logique. Ouais, ça semble logique. Pas toujours, hein, selon les niveaux. On a plein de questions à te poser. On va commencer avec le All-Star. On est justement, t'es à Paris pour justement cette bel événement. Ça veut dire quoi pour toi d'être All-Star quand on est comme ça, un cadre du basket français? Bah, c'est toujours une belle reconnaissance. Au final, c'est les 10 meilleurs joueurs français du championnat contre les 10 meilleurs étrangers. Je trouve que le format du match, il a vraiment beaucoup évolué avec beaucoup plus d'intensité que par le passé. Ça fait 2-3 ans qu'il y a toujours un bon match, plus les concours, etc. Ça permet aussi à mes enfants qui sont toujours super contents de venir au All-Star Game. Donc c'est du plaisir, mais aussi de la compétition. Tu parles de compétition, justement, c'est l'équipe monde face à l'équipe France. Bon, j'imagine qu'on vient à Paris, c'est cool, c'est les périodes de Noël, mais une fois qu'on est dans le vestiaire, c'est quoi l'ambition de ce truc? C'est vraiment on veut les taper? Ouais, je pense que tu te le dis pas comme ça forcément dans le vestiaire. Généralement, tu as toujours une mi-temps ou quelques rounds d'observation. Alors, les Ricains, ils sont souvent très forts pour faire semblant de ne pas jouer, mais tu vois, faut pas être trop gentil, quoi. Parce que c'est les premiers à faire semblant de te laisser aller au lay-up, taper un peu le ballon en rigolant. Tu vois, et toi, si de l'autre côté, tu le fais pas, t'es vite à -15, -20, et après, c'est dur de revenir. Donc, faut être décontracté, mais quand même jouer assez sérieusement. Et après, généralement, 3e quart-temps, 4e quart-temps, ça joue vraiment. L'année dernière, c'était vraiment du très haut niveau sur le 4e quart-temps et la prolongation. Quand Mike James, Eli, Nadir, là, ils ont vraiment fait le show, c'était vraiment super. Tu es capitaine. Du coup, comment tu abordes ce rôle? J'ai jamais su qu'il y avait un capitaine dans un All-Star Game. Je l'ai appris cette année. Je suis pas vraiment sûr que ça va pas être le moment forcément de taper des discours guerriers. Tu vois, imagine Nando De Colo, la légende. Allez Nando, bouge-toi le cul, tu vois le truc. Non, donc voilà, c'est une petite reconnaissance en plus, ça fait plaisir. Même si voilà, capitaine dans All-Star Game, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais... L'année dernière, tu parlais de ce match incroyable entre donc l'équipe monde et l'équipe France, où l'équipe France perd après prolongation. Quand tu as perdu ce match, tu avais un peu le seum, il y a fait ce truc de j'aurais aimé le prendre. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a 2 ans, c'était un peu le même scénario, sauf qu'on avait gagné. Et surtout sur une fin de match comme ça, non. Comme je disais, c'est pas des blagues hein, sur le 4e quart-temps et la prolongation. T'es à fond, eux ils étaient à fond aussi et c'était vraiment. Tu vois, on a même pas un jour d'entraînement, on a 1 heure d'entraînement ensemble. Tu mets un ou 2 systèmes en place et à la fin c'est plus un pick-up game mais vraiment avec de l'intensité. Et ouais, moi j'avais les boules d'avoir perdu l'année dernière. Revanchard du coup cette année un petit peu. Ouais, j'espère vraiment gagner. Ça peut être ça le discours du coup. Revanchard de la saison dernière. Ouais, je pense que ça va être un peu ça le discours et de toute façon tous les Français t'arrives pas à ce niveau-là sans avoir vraiment un esprit de compétition. Donc ils vont tous avoir envie de gagner, mais de l'autre côté aussi d'ailleurs. Ce qu'on apprécie aussi dans le All-Star Game, c'est qu'il y a un semblant de continuité. Mine de rien, tu vois, tous les joueurs que tu viens de citer de l'année dernière, on va les retrouver encore cette année, que ce soit Team Monde ou Team France. Tu le ressens ça aussi dans le vestiaire, de recroiser les mêmes mecs sur 2 ou 3 années? Ouais, exactement. Alors après, selon la saison que tu fais, etc., tu en as peut-être un qui va plus être là l'année d'après, mais qui va revenir l'année d'après. Les 2 ans, Victor Wembanyama n'est plus là maintenant. Zachary Rizaché... Oh, un faux de ouf. L'invité mystère. Non, mais donc, voilà, c'est sympa aussi. Et puis même chez les étrangers, hein, tu vois, le fait d'avoir... j'ai trouvé ça super bien. Alors, ça va peut-être paraître injuste à certains, tu vois, d'avoir des mecs qui ont fait 2 matchs et qui sont quand même pris, mais d'avoir essayé de faire, on va dire, entre guillemets, la meilleure équipe possible
et pas forcément regarder, bon, bah lui, il a fait ces stats-là, il a joué 15 matchs, donc on va le prendre, alors que l'autre, il a fait que 2 matchs. On a la chance d'avoir des joueurs comme Mike James. Ça reste un match des étoiles. Oui. Exactement. Je veux dire, tu as la chance d'avoir un MVP de l'Euroleague. Voilà, faut le prendre. Il a fait un super match l'année dernière. Donc, non, je suis vraiment fan d'avoir choisi, on va dire, ces joueurs-là pour essayer d'avoir les meilleures équipes possibles, quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est Erwan qui a choisi. C'est vrai. Donc tu aurais pu le disputer. Donc il m'a mis capitaine. Non, mais Et c'est lui qui l'a choisi capitaine, mais oui, c'est vrai. En attends, il m'a plus. mis dans Moi, le je voulais 5, pas te- capitaine. Moi, je voulais pas te prendre à la base. C'est un peu abusé quand même. Ça veut dire qu'il était que meilleur scoreur du championnat à l'époque en plus. Concours de dunk, par contre, tu m'as un peu oublié quand même. Non, bah j'ai voté pour toi pour le coup. Je voulais pas te mettre dans l'équipe- apparemment. je voulais pas te mettre dans l'équipe France et je voulais te mettre au concours d'honneur. Ils m'ont dit mais c'est qui ce mec Justement, c'est bien qu'on parle des concours et tu seras évidemment pas au concours d'honneur. D'ailleurs, Nico, tu fais 1m98. On te voit tu Thomas, easy quand même. Oui, mais pas easy. Comment ça peut Comment easy ça peut easy Genre un pied, une main à droite comme ça, à l'ancienne. Non. Non, deux pieds, deux mains. un pied, 2 mains, côté gauche. Ah ouais. Ouais, je suis un mec atypique. Thomas pas deux pieds de main. J'ai jamais dunké en match officiel. Ça, c'est un incroyable stade, ça. Ouais. J'ai fait en pro, j'ai fait un dunk de toute ma carrière. C'était, tu vois, le mec Tu t'en souviens qui se souvient du match l'année 2013 contre Rohan en amical, tu vois. Donc c'est même pas officiel. Et en fait, le gars il tombe devant moi au milieu de terrain et je me dis bon, c'est mon moment. Sauf qu'il y avait Clint Capella qui était, tu sais, qui commençait à arriver en pro derrière et qui me demande de le lancer contre la planche. Donc je commence à me dire bon, je le fais pas. Et j'ai dit bon, c'est maintenant ou jamais, quoi. J'ai mis les ongles au-dessus de l'anneau. Et j'ai dit, bon, allez, c'est fait. Bon, c'est un challenge alors. Moi, j'ai envie de te Non, voir dunker avant la fin de ta carrière. Ah, c'est plus possible. Regarde l'échauffement, peut-être demain à la rigueur, et on verra. Demain, je vais regarder. Je vais regarder. Tu vas demain. faire un signe à Erwan comme ça. Donc demain, tu seras évidemment sur ce match des étoiles. Tu seras aussi très attendu sur le concours de tir à 3 points. On va revenir évidemment sur ton record de début de saison où tu es devenu le joueur qui a inscrit le plus de paniers à 3 points dans l'histoire du championnat de France. Mais parlons un petit peu de ce concours. Tu l'as gagné en 2022. En 2023, tu étais là, ou alors c'était ton cousin, je crois, qui était là tellement que tu étais passé au travers. Parle-nous un petit peu de ce concours 2024. Comment tu l'abordes avec ce statut, ce nouveau statut? Ouais, non, bah, pour moi, ça change pas forcément de, tu vois, d'il y a 2 ans et de l'année dernière. Il y a 2 ans, ben, tout le monde pensait que j'allais gagner facilement. Au final, j'ai failli pas aller en finale, tu vois, parce qu'il y a 2 ans, j'ai très mal commencé le concours. L'année dernière, pareil, je prends la première balle, il y a la deuxième qui tombe. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Premier mec de l'histoire qui réussit pas à prendre la balle correctement, tu vois le truc. Donc, ouais, non, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est vraiment dur pour les gens de comprendre ça, mais c'est un concours super particulier. T'arrives, t'es froid. C'est pas un exercice. T'as pas l'habitude, tu vois, de shooter et de pas regarder déjà si tu marques ou pas. T'as pas le temps de regarder si tu marques, tu vois. C'est vraiment t'envoies, il faut direct passer à la balle suivante. Tout le temps, de toute façon, non Bah j'essaye. J'essaye, donc c'est vraiment un rythme à prendre. Oui, bah alors maintenant, moi, je viens toujours pour gagner, hein, tu sais. C'est pas l'année dernière, je vais pas te dire l'année dernière, bon, j'ai perdu, c'est pas grave, j'étais pas déçu. N'importe quel concours, on ferait un concours de fléchettes. Si j'ai perdu, j'ai perdu. Ça veut dire que quelqu'un était meilleur, mais j'ai quand même les boules, comme sur le match du All-Star Game l'année dernière. Mais donc voilà, je vais essayer de faire mieux. Après, j'espère que je vais y arriver. Tu seras le grand favori quand même. Oui, il y a une belle concurrence. Il y a une belle concurrence, ouais. Franchement, il y a une belle concurrence. Maintenant, juste essayer de trouver le bon rythme, prendre du plaisir aussi. C'est aussi des fois ce que j'ai un peu oublié de faire, je pense, sur ce concours-là dans les dernières années. Tu vois. Toi, tu étais ultra focus quand Ouais, tu te préparais ouais. à le faire. Ouais, même quand j'ai gagné 2 ans, les 2 dernières, je pense que j'étais un peu trop, tu vois, je veux gagner. Au bout d'un moment, il faut aussi arriver là pour prendre du plaisir. Tu les vois, hein, les Steph Curry, quand ils arrivent en NBA, concours à 3 points, Grand smile. il a pas l'air... oui. Pourtant, l'année dernière, j'y pensais en plus quand il a failli se faire taper par la Sabrina fille. Ionescu, bien sûr. Je me suis dit, putain, le gars, il a quand même une petite pression là, parce qu'il y a toutes les féministes du monde entier qui l'attendent là. Hein. Toutes les fans de. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, essayer de prendre un peu plus de plaisir aussi, je pense. Et tu t'entraînes spécifiquement pour ce concours à Limoges? Parce que c'est un concours. J'aimerais qu'on aille là-dessus. Tu es un shooter de match, évidemment. Tu es aussi un shooter de concours puisque tu l'as gagné. Mais c'est pas le même sport, c'est pas le même geste en fait. Souvent on dit bon shooter de match, ben t'es un bon shooter de concours. Non, ça a rien à voir. Ça pour moi, ça a vraiment rien à voir et je suis quasiment sûr que tu mets on les connaît tous ces gars de N3 qui c'est très bons shooters qui peuvent pas aller plus haut parce que ça va un peu trop vite. Je vois très bien de qui tu parles. Tu vois donne-nous le nom. Non mais moi je connais plein, hein, tu vois. Mais et je suis quasiment sûr que ces gars-là, ils peuvent très bien gagner un concours. Je te dirais même limite NBA, tu vois. Ça a rien à voir en fait. Et c'est particulier. Après, pour l'entraînement, tu peux pas t'entraîner. T'as pas les racks. T'as pas les racks. Bah oui. T'as pas les Pas qu'il y en a racks. très peu en France. Il y en a très. Enfin, si t'en as un à la rigueur, t'as ton rack de ballon où tu prends tes ballons. Voilà, c'est pas la même taille, c'est pas le même truc. Enfin, j'ai essayé de. J'ai mis mon rack, j'ai fait 5 shoots. Mais tu peux faire deux spots maximum, quoi. Tu vois, donc
vais aussi essayer de mettre des chaises un peu. Donc, pour me dire, je me suis entraîné, tu vois. Mais tu peux pas reproduire exactement ce qui va se passer là-bas, quoi. Est-ce que, je te pose cette question à 20 000 $, est-ce que tu penses que tu es le meilleur shooter du pays, le meilleur shooter de France? Tu sais, quand tu es comme moi, tu es obligé de le penser. Tu vois, même si quelqu'un va dire non, oui, non, lui, il est meilleur, regarde le pourcentage et ci et ça. Mais je veux dire, et si quelqu'un d'autre, un autre bon shooter ou shooter du championnat ou français, etc., dit non, non, c'est moi, bah, en fait, je le comprends totalement. Tu es obligé de le penser. Sinon, ça sert même à rien de commencer ton match en disant attends, là, je vais pas prendre ce shoot parce que je suis pas assez bon pour le prendre, etc. Donc après, quand c'est des gens à plus de 40%, c'est cool de le penser. Le problème, c'est quand c'est des mecs à 15% ou 20% qui pensent comme ça, quoi, tu vois. Ça, c'est un autre souci. Aujourd'hui, tu fais une saison énorme. On a fait une palette sur toi dans un Dazn Club. On se voit mais quand même mettre des sacrés museaux avec t'es un shooter d'élite. Aujourd'hui, c'est quoi, justement, pour toi, un shooter d'élite en termes de volume et de pourcentage? Bah, c'est de garder un pourcentage quand même correct, on va dire. Mais après, tu peux pas te focaliser là-dessus parce que si je me focalisais que sur le pourcentage, ça veut dire que quand bah, sur la palette, tu l'as vu, des fois les gars sont à 2. Si chaque fois que tu vois si tu shootes que quand tu es seul, moi je shoot 0 fois en fait. Tu vois, et est-ce que c'est productif pour une équipe? Donc oui, tu vas espacer le jeu pour tes coéquipiers parce que tu vas amener du danger, les défenses vont se focaliser dessus, ok. Mais si tu shootes une fois par match vraiment que quand tu es seul, et que oui, c'est cool, tu es à 70% à 3 points, mais tu as shooté une fois, ça sert à rien en fait. Je préfère un mec qui va te shooter à 40-42%. Pareil, sur les fins de possession, les 24 secondes ou les fins de quart-temps, le nombre de shoots casse-croûte que tu prends, si tu es là que sur ton pourcentage à penser à ça, à dire attends, il faut que je sois à 50%, tu as peur de tout, tu shootes plus en fait. Tu vois. Donc moi, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui arrive quand même à en prendre 6 ou 7, quitte à ce que des fois ce soit forcé, compliqué, et réussir à les mettre aussi. Et quand même garder voilà, il faut pas quand je parle de pourcentage, c'est pas non plus un gars qui va shooter à 20% en se disant juste mais je prends que des shoots compliqués, je suis à 20%. Quoi. Donc on est sur un volume de 6-7 tirs par match autour de 35-40%. Ouais, voilà. Ça, on peut dire qu'on commence à atteindre l'élite un petit peu. Je pense, ouais. C'est vrai que le chiffre des 40, pour moi, il est quand même... c'est symbolique. Ouais, il est quand même un peu symbolique, ouais. Bah, finalement, c'est assez rare d'avoir des gars à 40% à des très hauts pourcentages. Bon, toi, tu y es dans ces eaux-là maintenant. Est-ce que tu as eu la sensation d'avoir eu un déclic dans le volume de tir dans ta carrière? Parce qu'on le sent bien entre ce que tu as vécu jusqu'à Limoges et puis l'évolution que tu as eue à Limoges. Tu as toujours été un shooter, mais maintenant tu es devenu même un scoreur qui passe par le shoot. Ben oui, parce qu'en fait, selon l'équipe où tu joues, ça va être... Alors ça dépend aussi, hein, tu vois, ça dépend aussi de la qualité des joueurs avec qui tu joues. Tu vois, on a joué Tyson Ward le 23 décembre, il a pris 13 shoots à 3 points. Je pense qu'il n'a pas pris un shoot forcé, tu vois. T'as TJ Short qui met que des pépites, tu vois, tu peux te permettre d'être 13 fois seul, quoi, tu vois, c'est assez incroyable, c'est leur équipe qui veut ça, etc. Maintenant, moi je pense que quand j'étais déjà aussi, ça dépend aussi de ton temps de jeu, hein, tu vois, si tu joues 10 minutes ou 30, c'est sûr que tu as plus de chances de prendre des shoots. Maintenant, on va dire ce que j'ai plus, ça va être, tu vois, des fins de possession, des 1 contre 1, des 1 contre 1, des shoots en transition où tu arrives en dribble, même si tu es 1 mètre ou 2 mètres derrière la ligne, tu vois, tu n'as plus personne qui te dit forcément ça c'est un mauvais shoot parce qu'ils voient t'entraîner déjà, donc ils savent que c'est des shoots que tu peux mettre. Puis après, plus tu en mets en match, plus les gens ont confiance en toi. Et on va dire que c'est plus ça, tu vois. Alors oui, à l'époque, à Lasvel, etc., 1 ou 2 sorties d'écran par match, c'est un système un peu pour que tu sois content. Allez, c'est bon, il a eu son système, basta, tu vois, mais c'est pas comme ça que je vois le truc, quoi. On parlait de ça, on va l'interview et c'est archi intéressant et je veux que tu le racontes aux gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu t'éclates à Limoges parce que tu es au cœur du projet. On voit que évidemment, tu as beaucoup de systèmes pour des tirs à 3 points. Tu as aussi développé un post-up game très compliqué à défendre à chaque fois que tu as 1 contre 1. Donc, tu es au cœur du système. Tu me disais que si tu étais dans des équipes peut-être plus ambitieuses, mais attendre dans le corner des décalages pour shooter, ça t'emmerderait. Ouais, clairement. Je pense que dans la vie, tu sais, il faut savoir ce qui te rend heureux, si t'es épanoui ou pas. Je veux dire, il y a toujours le facteur argent. Bien sûr, tu me mets dans un corner, tu gagnes 3 millions par an, j'y vais. Hein. J'y vais à pied dans ton corner. Cher le 3 points. Hein. Tu vois. Bienvenue à NBA. Mais je suis quasiment persuadé que j'aurais peut-être des shoots plus faciles, mais que mon pourcentage il descendrait. On dirait comment ça se fait qu'il marque pas, etc., etc. C'est juste que moi, dans un corner, je suis pas heureux en fait. Tu vois. J'ai toujours dit à tous mes coachs, je me sens prisonnier dans ce corner en fait, tu vois. Et c'est comme les attaques de zone, jamais compris pourquoi tu mets des mecs qui coupent en ligne de fond dans un corner. Il y a rien dans un corner en fait, tu vois. Alors si tu m'expliques que c'est pour espacer le jeu pour les autres, ok, bah je comprends.
Mais tu peux pas rester dans ton corner 20 minutes en attendant un truc, tu vois. Moi, j'ai besoin de remonter, d'être tu vois, en tête de raquette, d'être à 45, d'avoir touché le ballon. C'est Eko Chafardik qui me disait ça un jour. Il me disait, des fois, les coachs n'ont pas compris que la balle, c'est comme une boule de feu, en fait. Et qu'en fait, plus tu la touches, plus tu as de l'énergie, plus tu vois, tu te sens chaud. Pas forcément shooter, hein, tu vois, mais au moins toucher la balle. Impliqué, exactement. Et ça, c'est un truc où quand je suis pas impliqué, je suis pas heureux. Même, tu vois, c'est aussi simple que ça, au final. Dans ta carrière, il y a eu des moments où tu as été en rupture, j'utilise ce mot-là, en rupture avec des coachs, justement parce que tu n'étais pas impliqué? Oui, bah, plein de fois, je veux dire. Et après, ça, mais tu sais, tu comprends tout le monde, au final. Je veux dire, je commence à Chalon-sur-Saône, j'ai Blake Shield, Malcolm Delaney, Steve Chikambu qui était en équipe de France à l'époque, on gagne 3 titres. Tu vas pas changer toute l'équipe juste pour que je sois plus content. Et, tu vois, et dans ce cas-là, tu es assez intelligent pour le comprendre en disant, bon, ça marche comme ça. Là où j'ai le plus de problèmes, c'est quand on te vend des magiciens, tu vois, des Américains, en disant, bon, t'inquiète pas, il va te mettre bien. Et au final, tu l'attends encore, quoi, tu vois. C'est ça ce qui me pose plus problème. T'as des noms en tête? Ah, j'en ai un paquet, mais bon. Ils vont pas regarder, c'est l'avantage. Non, mais tu vois, le truc, je te parlais d'avant d'un TJ Short qui met 13 fois. Là, il n'y a pas de problème. J'y vais dans ton corner. Bien sûr. Tu vois, t'es 13 fois seul, il y a zéro souci. Mais pour faire de la surcharge et d'attendre gentiment pour qu'on aille jouer à l'opposé. Et juste pour qu'on te dise, oui, mais t'ouvres l'espace pour les autres, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, toi, t'es bien à Limoges. C'est le club dans lequel tu es le plus resté avec Chalon. Ton premier club formateur Chalon et donc ton dernier club, le CSP. On verra si c'est le dernier. Moi, je me sens très bien là-bas. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est une ville de basket. C'est une ambiance où c'est vrai quand on va jouer dans les championnats. Je me dis des fois c'est un peu froid. Nous, voilà, la salle, c'est ce que c'est, la passion. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Mais au moins tu vas pas simplement à ton match. Dans ton sac, tu y vas, tu perds, tu gagnes, tout le monde s'en fout en fait. Tu vois, c'est pas comme ça. Et je suis persuadé qu'il y a un projet là qui commence à se mettre en place. Et on est que au début du projet. Alors j'espère que je jouerai encore quand on sera bien. mais c'est l'ambition d'aller bien. Hein. Voilà, je me dis aussi, tu vois, des fois il y a c'est pas forcément que être champion. Je veux dire, je vois Monaco quand ils sont champions. Alors maintenant, il y a quand même beaucoup plus de rivalité maintenant. Il y a Paris, Asvel, Monaco, tu vois, ça va être un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand tu vois Monaco mettre 3-0 au Metz, alors ok, il y avait Victor et tout, je me dis, ouais, c'est bon, on savait que ça allait être eux en fait. Tu vois, est-ce que tu es vraiment content quand tu gagnes ton titre de champion de France, tu vois? Alors le Rolex c'est autre chose, mais est-ce que quand tu gagnes ton titre de champion de France, tu es forcément content? Moi je sais qu'à Chalon, quand on avait fait le triplé, on a gagné une Coupe de France, c'est comme si j'avais gagné un match d'entraînement. Hein. Tu vois, on n'était pas forcément heureux, on avait l'habitude, tu vois, donc c'est. Pour moi, c'est pas forcément que les titres qui font que tu vas être heureux sur tes objectifs de performance, quoi. Est-ce que quand il y a eu toutes les turbulences qu'on a connues avec l'ancienne dirigeante du CSP, etc., il y a un moment donné où tu as failli partir? Ah, moi, j'étais parti. Moi, ouais. J'étais clairement parti. C'était du parlant. Ouais, dans ma tête, okay. c'est bon, ça m'a un peu saoulé, toutes ces histoires. Je dis de la passion positive, négative, mais bon, d'abord, il ne faut pas non plus que ce soit un cirque, quoi, tu vois. Quand on en vient à oublier un peu les saisons qui sont faites par les joueurs et qu'on vraiment on ne parle que de ça, tu vois, c'était un peu saoulant. Après, on a réussi à faire notre boulot, on est resté dedans. Les joueurs, je pense qu'ils ont été super professionnels. Et mais dans ma tête, j'étais parti. Ouais. Du coup, ça t'a rassuré que Crawford Palmer revienne, que Jean-Marc Dupraz soit là? Bah, c'est surtout au-dessus. Il y a un nouveau, parce qu'au final, tu sais, tu peux mettre des coachs, des GM, tu peux faire ce que tu veux. Hein, si au-dessus, ça tient pas, etc. Parlons un petit peu de la nouvelle direction, justement, et des ambitions, parce qu'ils ne s'en cachent pas. On parle de top 4 d'ici quelques années, notamment. Mais je pense que quand il dit quelques années, c'est Monsieur Pelluet, j'ai l'impression que c'est vraiment un vrai chef d'entreprise. Tu vois, c'est pas du. Alors bien sûr, quand il est juste le type top 4, tu dis oula, le gars il s'enflamme un peu peut-être, tu vois. Mais non, je pense que c'est vraiment. Il avait déjà quelqu'un qui annonce et qui dit cette année c'est le maintien, mais sur le moyen terme, long terme, on veut viser plus haut. C'est quelqu'un qui a un vrai chef d'entreprise. Alors des fois, moi j'ai rencontré aussi dans le basket français des vrais chefs d'entreprise qui arrivent dans le vestiaire en t'expliquant comment il gère ses employés, il va te gérer pareil, etc. Et là, tu te dis, bon, mon gars, c'est pas ça non plus le basket. Et lui, justement, il est pas du tout là-dedans, tu vois. C'est quelqu'un qui a l'air très posé, très méthodique. Ça me parle aussi et c'est un discours qui m'a plu au niveau de l'organisation. Donc voilà, maintenant, il y a un vrai chantier.
Je reviendrai peut-être dans 5-6 ans pour vous dire si tout a été tenu. Hein, mais, Pour l'instant, en tout cas, ça suit. Là, on a vu, il y a eu une augmentation de capital, il met voilà, de son argent. En tout cas, il y a un chantier. Hein, je veux dire, voilà, le basket à Limoges, c'est pas, voilà, on n'a pas des infrastructures d'entraînement incroyables, etc., etc. Mais c'est des choses qui, sur le long terme, je pense, dans cette ville, tu peux faire des vrais trucs. Nico, quand t'as 34 ans, tu es l'un des meilleurs attaquants français, tu joues à Limoges, tu es international. Combien ça vaut Nicolas Lang aujourd'hui quand on signe Depuis que Paul Lacombe lui a donné son salaire, vous voilà. demandez à tout le monde. On demande l'oseille, nous. On a toujours demandé, hein, même aux joueurs NBA, on demandait. C'est intéressant. Alors, les joueurs NBA, on a les chiffres. On voulait savoir ce qu'ils faisaient de leur argent. Voilà, mais c'est différent. Là, je vais pas demander ce que tu fais de ton argent, mais c'est intéressant aussi que je pense que les gens comprennent un petit peu aussi, parce qu'on fantasme sur les footballeurs, les salaires, mais la différence un petit peu aussi avec quand on est professionnel dans un championnat de France. C'est, de toute façon, comme je le disais, le salaire sort tous les ans sur Basket Europe, qui est toujours très bien renseigné d'ailleurs. Oui, on les salue d'ailleurs. Je sais pas comment ils savent ça, mais alors t'as toujours des mecs qui disent non, c'est pas vrai, parce que dans le basket français, t'as les mythos qui disent qu'ils gagnent une certaine somme alors qu'ils gagnent 3 fois moins. Tu vois, devant les potes, et t'as les autres qui font genre qu'ils sont pas payés alors que voilà. Nicolas Lang cette année, c'est 160 000. Et après 175 sur les 2 prochaines saisons, tu vois. Donc, et après, ce que je fais de mon argent, parce qu'au final, oui, il faut aussi sensibiliser des fois les jeunes. C'est pas, moi, je suis pas dans le Balenciaga, je suis pas là-dedans, je suis pas dans le drip, tu vois. Non, donc moi, c'est beaucoup d'investissement. Hein, beaucoup d'investissement. Tu as bien sûr la part de mon salaire qui part dans les choses essentielles, mais après, de mon salaire, j'essaie d'épargner au moins 50%. À partir de quel moment dans ta carrière tu as pris conscience qu'il fallait que tu penses à la suite? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une maman banquière qui très tôt m'a direct fait acheter à 20 ans, j'avais fait mon premier investissement immobilier. Et qui très tôt, je me souviens à Chalon, je devais gagner 3 500 ou 4 000, un truc comme ça. Et elle me laissait, j'abuse, hein, mais 200 € par mois, quoi. Et je savais absolument pas ce qu'elle faisait des 3008, tu vois, mais je savais qu'elle était banquière. Vaut mieux que ce soit ta mère qui fasse ça, parce que si c'est un agent que tu viens de découvrir il y a 2 semaines, c'est jamais bon signe. Non, mais exactement. Et c'est un jour, elle me dit, tu souviens de l'assurance vie? Et je lui dis, ah putain, voilà, c'était passé là. Mais c'est vraiment que, donc elle, très tôt, m'a sensibilisé là-dessus. Alors je m'en fichais, comme les jeunes au final, tu vois. Et c'est que vers 26 ans, quand j'étais à Lasvel, où vraiment ça a commencé à me passionner, parce que j'étais arrivé en fin de contrat et du coup tu as 1 ou 2 mois de latence avant de trouver un club, et je lui dis attends, mais en fait je suis à la rue, je suis fauché, plus de salaire, et c'est là où elle m'a expliqué tout ce qu'elle avait fait, etc. Parce que jusqu'à présent, moi j'ai l'impression que épargner pour moi c'était dépenser, en fait, tu vois, c'était donner de l'argent à quelqu'un, je sais pas où il allait, et après bon, tous les contenus YouTube, les livres, etc., je me suis vraiment intéressé là-dedans, et c'est quelque chose que n'importe quel jeune avec qui je joue, j'essaye de lui faire comprendre. Et t'en parlais, est-ce qu'il y a une discussion dans le vestiaire parfois là-dessus? C'est compliqué parce ils que... s'en fichent. Ah oui, c'est ça le souci. On peut pas leur en vouloir, mais quelque part, tu joues ton rôle de grand frère là-dedans. Ils s'en fichent. En fait, ils s'en fichent, mais après, tu sais, je pense que maintenant, il y a quand même des joueurs. Tu vois, tu regardes les André Iguodala, même LeBron James, tu vois, il en parle d'investissement. Alors, bien sûr, des fois, ça va partir un peu dans tous les sens sur des investissements que le commun du mortel ne peut pas faire. Mais si tu veux un peu t'intéresser, alors ok, c'est pas des salaires NBA, mais ça reste. Il faut quand même comprendre que c'est quand même beaucoup plus qu'une personne lambda. Et tu vas pas. Alors ok, tu vas pas jouer 30 ans, mais si tu fais ce que tu as à faire pendant 15-20 ans, je veux dire, sur ta deuxième partie de vie, tu pars quand même avec un petit avantage, on va dire, quoi. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de leur faire comprendre et de leur dire, bah, écoute, tes espoirs, même si tu gagnes 800 € par mois, ton loyer il est payé, tes courses elles sont payées, t'as besoin de quoi, en fait, tu vois? Puis même si tu veux aller en boîte, acheter une bouteille à 100 € par mois, vas-y, mais il te reste encore 700, alors, tu vois. 100 €, si t'es espoir à Limoges. Hein. Limoges, à Paris, c'est un peu plus cher. Parce que si t'es espoir au Paris Basketball, frérot, c'est pas 100 €. Si vous habitez à Limoges, n'hésitez pas à nous donner les cours des bouteilles en boîte, hein, ça m'intéresse bien sûr. Toujours. Revenons au jeu. L'été dernier, j'ai eu la chance de commenter avec un coach que tu as connu, et je lui ai posé une question. C'est qui le coach, tu peux nous dire? C'est Jean-Denis. Ah oui. Et je lui ai posé la question, je fais, c'est qui le joueur qui t'a le plus surpris parce qu'il a réalisé dans sa carrière? Il m'a cité 2 noms, il m'a dit Mathias Le Soir. Ok. Et toi? Ah ouais, sympa, tu vois, Ouais. super gentil. Est-ce que toi aussi, avec le statut que tu as aujourd'hui, ce que tu as réalisé, tu es international français, on va aussi évidemment ouvrir la parenthèse équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, à 34 ans, tu n'as pas fini encore? Est-ce que tu te dis, waouh, en fait, j'ai overachieve ou underachieve? Non, clairement, première option. Mais c'est pas des choses que je me dis, en fait, tu vois, parce que je suis tout le temps
pas forcément dans l'instant présent, mais plus dans l'après. Tu vois, c'est quoi la suite? Bon, bah là, tu vois, j'ai battu le record. Ok, le record, mais la semaine prochaine, on joue Cholet, tu vois. Cholet, comment ils défendent, qu'est-ce qu'ils font? T'as fait ça maintenant, il va falloir être encore. Tu vois, c'est toujours une certaine pression que je me mets pour penser à la suite. Et après, voilà, j'ai des fois des petits moments. Voilà, quand je bats le record, je me pose 5 minutes en me disant. Si on t'avait dit ça quand t'avais 15 ans et que t'allais en centre de formation à Chalon et que tu te demandais c'était quoi ce truc-là, ben, t'aurais signé tout de suite, tu vois. En fait, c'est toujours ça ce que je me demande. Si on te donnait un papier il y a 20 ans, est-ce que t'aurais signé pour cette vie-là? Est-ce que t'aurais signé? À partir du moment où tu te dis oui, tu vois, c'est là où tu peux te permettre. Parlons un peu du record quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Tu dépasses Eric Mikou, qui est considéré qui était considéré comme un shooter incroyable à l'époque, dans un peu un autre profil que le tien. Parle-nous quand même d'être le mec qui a marqué le plus de paniers à 3 points dans ce basket moderne, dans ce que ça représente aujourd'hui. Comment tu l'as vécu, que ça soit sur le moment, l'après, depuis quand tu l'avais en tête aussi, de battre ce record? Ça, je l'ai découvert il y a 1 an, quand JD à Dijon avait mis un post pour David Holston qui devait passer 5e ou 6e ou 7e, je sais plus maintenant. Et j'ai vu mon nom, tu vois, 2e. Je dis, je savais même pas, sympa. Et après, la LNB a commencé à m'en parler un peu plus, Media Day, début d'année, etc. Et les gens commençaient à me dire, t'es qu'à 22 shoots. Alors, dès que je sortais du terrain à Limoges, c'était ça, dans 3 matchs, c'est fait. Mec, 22 shoots. J'ai confiance en moi, mais donc voilà. Et puis après, c'était. Je trouve que honnêtement, je l'ai plutôt bien pris parce que ça aurait pu être beaucoup de pression un peu inutile, notamment tu as 2-3 matchs, ça peut peut-être passer, ça va sûrement être à Strasbourg, ça peut être chez toi, ou peut-être contre Chalon, il y aura peut-être une cérémonie. Enfin là, tu te dis waouh, va falloir commencer à rester assez focus. Personne n'a envie de gâcher la fête, tu vois. T'imagines, tu le fais pas contre Chalon, c'est juste, même le matin du match contre Chalon, hein, j'ai confiance en moi, mais tu te dis putain, imagine, j'en mets 0 ce soir. Tu vois, il m'en reste 1 mètre, imagine, j'en mets 0, tu vois. Donc tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc, ouais, c'était pas mal de penser. Et au final, quand je l'ai fait, j'étais content, mais aussi content que ce soit passé, quoi. La cérémonie, ça nous rappelle un peu Ray Allen à Boston, donc il y a ta famille qui est venue sur le parquet. Raconte-nous un petit peu ça. Bah moi, je suis un mec plutôt à l'européenne, donc tu as stoppé les matchs et tout. Quand on m'a dit ça au début, j'étais un peu waouh, c'est quoi ce truc-là? Et puis tu sais jamais quand ça peut se passer. Je le fais une semaine à Strasbourg, on est à -15. Ouais. La honte. Ouais, un peu la flemme quand même. Moi, je me posais une question, peut-être que tu as l'info. Si à Money Time, que genre c'est à 45 secondes de la fin, que c'est chaud, on arrête pas le match. C'était que dans les 3 premiers cartons, je crois. D'accord. Okay. Et ou 4e s'il y avait plus de 20 points d'écart ou un truc comme ça. Ok, donc ils avaient prévu quand même de pas. Ouais. Et à Strasbourg, c'était assez marrant parce que je sais pas pourquoi. Je pense que la SIG avait une consigne qu'il fallait vraiment pas que je le batte. Parce que même à on était à -15 ou -20 dans le dernier carton et t'avais un mec. T'avais les défenseurs, ils me regardent dans les yeux, j'étais dans le corner là, la balle, elle était remise en jeu opposée, tu vois. Strict. Mais ouais, et je m'amusais à faire des petites bougeottes comme ça, et comme le gars, il voyait pas où il était, la balle, il bougeait comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est assez, bon, c'est un peu ridicule, mais ça m'aurait bien fait chier de le battre. Et au final, super moment avec, tu vois, avec ma famille, le fait que ce soit à Limoges, ça aurait pas pu être, on va dire, plus parfait. Donc ça a pas non plus, je pense, gâché le match, tu vois, c'était... 45 secondes. D'abord, j'avais entendu ça va être 4 minutes, 5 minutes. J'avais pas tout compris. Je dis, attends, c'est quoi ce truc? Donc, tu vois, là, c'était nickel. Dans tout ce que tu as accompli, tu as 2 titres de champion de France, avec Chalon, avec la Svel, la première année où tu arrives. Tu as aussi eu la chance de découvrir l'équipe de France, d'abord en jeune, où tu es champion d'Europe avec Andrew Albici et Paul Lacombe, et puis aussi avec la chance de ces fenêtres-là. Parlons un petit peu justement de ton rapport à ce maillot bleu que tu as connu très, très tôt. Non, moi, j'ai pas été au Polysport, j'ai pas été à l'INSEP, j'ai été en U18, mais assez tard, pas tu vois, toutes les stars du basket français, très jeunes, etc. Toujours passé des bons moments jeunes, mais on va dire, c'est pas non plus dans mon ADN, tu vois. Donc voilà, le fait d'avoir pu gagner en U20, super, parce que c'était avec une génération, en plus on avait perdu un ami qui était Jonathan Bourris l'année d'avant, donc le fait de pouvoir le gagner pour lui aussi, c'était super. Et après, j'ai redécouvert l'équipe de France sur les fenêtres à 30 ans, et on va dire déjà là, à ce moment-là, je me disais, bon, c'est cool, t'es aussi au courant du contexte, tu vois ce que je veux dire, t'as pas les joueurs NBA, t'es pas là à te dire... J'ai toujours été le mec, quand on me disait, bon, tu vas en équipe de France, c'est sympa, oui, mais... Tu vois, le premier à dire à des gens qui connaissent pas forcément le basket, oui, mais les joueurs NBA sont pas là, les joueurs Euroleague sont pas là. Mais c'est l'équipe de France, donc j'y vais. Et dès que j'ai eu l'occasion d'aller, j'y suis allé avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, en mettant mon ego de côté à chaque fois, en sachant que c'est 2-3 matchs à chaque fois et c'est de donner le meilleur de toi-même. Voilà. T'as réussi à prendre du plaisir quand tu y allais?
Tu prends Ouais. du plaisir? Ouais, parce que c'est un jeu différent, mais déjà pouvoir parler français pendant une semaine, c'est cool. T'es qu'avec des joueurs français, tu peux un peu voir ce qui se passe dans les autres clubs, découvrir Moi, je suis pas un mec avant les matchs où je vais forcément blaguer avec l'adversaire. Je parle pas. Si je joue contre toi, je vais pas forcément te parler avant le match. Et là, le fait de pouvoir découvrir des gens hors terrain, tu vois, pour le All-Star Game, c'est un peu pareil d'ailleurs, tu vois. Et découvrir ces personnes-là, c'est cool. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir. Ça t'a fait ce truc-là avec Victor, on en parlait tout à l'heure hors caméra. Ouais. T'as pu apprendre à le connaître. Ouais, apprendre à connaître Victor Wembanyama qui, je te dis, j'avais donné un trophée d'MVP quand il avait 13 ans et là le revoir et T'avais décelé en lui déjà le potentiel. le mec qui le décèle pas. Tu vois autant les mecs qui te disent. Même Richard, il a dit. Oh lui, je crois lui. non. Tu vois autant le mec qui te dit qu'il a décelé Nadir Rifi à 13 ans, tu te dis bon t'es un mytho. Autant le gars qui a pas décelé Victor, bon faut qu'il change de métier quoi, tu vois. Mais ouais non j'avais adoré voir déjà son niveau de professionnalisme à cet âge-là, la rigueur hors terrain etc. Et puis le détachement tu vois, devant toute la pression qu'il y avait déjà quelques mois avant la draft et voir à quel point tout lui glissait dessus, impressionnant. Un petit mot sur Freddy Fotoux, parce que tu as participé donc à la première fenêtre de cette nouvelle, de ce nouveau staff de l'équipe de France. Donc Freddy, Laurent Villa, comment ça s'est passé? C'est très bien passé. Tu sais, il vient de Pau-Orthez, donc Limoges, Pau-Orthez, et c'est... Il vient d'Orsarieux. Hein. D'Orsarieux, ouais. Alors après, il est formé à Pau, mais Non, mais encore... qu'il vient faut dire Orsarieux, sinon on va se faire taper sur les doigts. Et voilà, le fait que ce soit un Limougeot qui mette son premier panier, j'ai mis le premier panier de sa carrière de coach équipe de France, tu vois, donc c'est cool. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, moi aussi d'ailleurs, et par le passé, des fois, on a eu nos moments, quoi, tu vois, donc... raconte-nous ça, du coup. Non, on peut pas tout raconter, mais on a eu nos moments, et tu sais, dans le feu de l'action, dans un match, il a du caractère, j'ai du caractère, il se laisse pas faire, je me laisse pas faire. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il me respecte et que je le respecte. T'es en train de nous dire que quand tu jouais et qu'il était coach, vous vous êtes embrouillé, genre pendant les Embrouillé, matchs? c'est un grand mot, mais voilà. Il y a des on noms d'oiseaux qui caractère. ont sauté. Enfin, tu t'embrouilles avec beaucoup de gens. Hein, Oui, dans des mais matchs, tu vois. normalement c'est un joueur ou c'est le public, Oui, le mais coach, ouais. ça reste. Ou des arbitres. Bah oui. J'ai envie qu'ils le disent. Non. Mais du coup, ça l'a pas empêché de t'appeler, parce que ça lui plaît, Freddy, à ça. Bah oui. Tu sais, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Enfin, et un match, t'as beaucoup de moments. C'est pas parce que tu dis quelque chose à quelqu'un dans un match qu'après le match, tu peux pas serrer la main, dire bon match et passer à autre chose. Il y a des joueurs demain que j'aime pas forcément et que je suis quasiment sûr que en les rencontrant, et enfin, moi, je suis persuadé que je suis le premier, qu'il y a beaucoup de mecs qui doivent se dire putain, lui, tu dois être un sacré connard en fait, tu vois. Ah bah, on a une question justement par rapport à ça. Ah, c'est vrai. Non, pas du tout. T'imagines, c'est possible. C'est possible, tu vois, dans les matchs, t'es pas toi-même. Tu vois, avec les arbitres, avec les adversaires. Tu vois, Thomas, avec les... voilà, c'est ce que je t'explique. Non, attends. Mais t'es obligé. Non, on n'est pas obligé. Non, parce que là, on parle d'un cas social sur le terrain. Quand même, ça n'a rien à voir avec Nicolas Lang, quand même. On va quand même respecter le gars. Hein. Dans cette fenêtre, il y avait donc un nouveau staff et il y avait aussi une nouvelle génération qui arrive de jeunes. On parle Essanguet, Traoré. Parlons un petit peu aussi de tous ces jeunes-là que toi, Paul Lacombe, Andrew, vous avez encadrés. Ah, encadré, c'est un grand mot, hein. Je pense Encadré, que... vous êtes là, vous êtes oui, les darons. oui, Laisse-nous oui, avoir des expressions de journalistes. Mais c'est surtout Paul qui ramène les cartes. C'est Paul, le moniteur de colo, tu vois. Donc voilà, après, c'est des jeunes, maintenant, ils ont tellement... j'ai l'impression qu'ils ont tellement de responsabilités très tôt que tu n'as plus forcément besoin de les encadrer. Tu vois, un Nolan Traoré, à 18 ans, tu es meneur titulaire en BCL, tu as déjà tous les scouts qui viennent te voir tout le temps. Voilà, ce genre de pression, on va dire que c'est pas des... Enfin, moi, je peux t'encadrer sur des choses que j'ai connues, vraiment strictement basket. Mais comment t'apprendre à te gérer une pression face à des scouts, c'est pas un truc que j'ai eu, tu vois. Donc, tu penses que c'est ça la plus grosse évolution quand tu penses à ton début de carrière, il y a 15 ans, et maintenant, tu penses que c'est ça la chose qui a le plus changé, c'est tout le côté hors terrain, quelque part? Ouais, hors terrain, et je pense que pour eux, tout leur semble normal, en fait. Tu vois, avant tu avais des choses comme ça, toute la médiatisation, si ça arrivait à quelqu'un, c'est que le gars était exceptionnel. Tu vois, Tony Parker, à notre génération, voilà. c'était Tipeee dans le début des années 2000. C'était un truc de fou, quoi. Maintenant, je sais plus exactement, mais c'est vraiment si tu étais considéré comme voilà, le prochain, on va dire. Tu vois. Maintenant, même si tu es un peu soi-disant, peut-être prospect, fin de second tour, etc., tu as quand même tout un truc autour. Regardez, vous faites même des podcasts avec moi, tu vois. Donc, c'est pas besoin d'être Victor. Nous, on en a la Betclic Elite tu vois. avec le LNB d'Azone Club. Donc, mais tu vois, pas la peine d'être Victor pour avoir
avoir une médiatisation autour. Alors bien sûr, il y a différents degrés, mais n'importe quel gars, maintenant, il se dit, en fait, la NBA, c'est la prochaine étape. 9 fois sur 10, ça va pas être le cas d'ailleurs, et il va se prendre une grosse claque. Mais pour eux, on va dire que c'est devenu un peu la norme, des choses qui pour nous étaient exceptionnelles, quoi. Nico, tu nous confiais, et c'est ce que tu dis souvent d'ailleurs, tu es un family man, c'est important pour toi la famille à 34 ans, tu n'as jamais joué à l'étranger. Toi qui es un amoureux du basket européen, c'est pas un petit truc qui te... Honnêtement, pendant très longtemps, si. Je me souviens, après l'Asvel, je serais allé à pied au Kosovo, en Suisse, ou peu importe où, tu vois. Même, Asvel Suisse, tu descends en gamme quand même. Ouais, non, mais c'est pas grave. En fait, je voulais... Pas sûr qu'il faut jouer au basket, mais bon, c'est des non, choix que tu prêtes. non, mais j'étais à ce point-là, hein, j'en avais vraiment... En fait, j'avais marre du basket français, et je me disais, il faut que je vois autre chose. Il faut vraiment que... j'avais dit à mon agent, même s'il faut aller en Roumanie, en Suisse, je veux voir autre chose, en fait. Mais bon, tu sais, quand tu joues dans des grosses équipes, quand tous les coachs te disent peu importe le temps de jeu, tant qu'on gagne, tout le monde va prendre de l'exposition, tu sais, la plus grosse, ça c'est le plus gros mensonge de l'histoire du basket, tu vois. Du coup, non, en fait, tu vois. Et donc, en fait, je pars de l'Asvel, même si dans le projet, ils voulaient que je reste potentiellement plus tard sur de l'Euroleague, mais on en revient toujours au même point, est-ce que tu es épanoui dans ton rôle? Et je le comprends d'ailleurs, tu vois, c'est pas mettre des bastos à l'Asvel. Si tu restes à l'Asvel, tu as un rôle bien précis parce que tu as d'autres joueurs à côté, ok, zéro souci. Et du coup, il y a eu Strasbourg derrière. Strasbourg, c'est vraiment le club où c'est chez moi, tu vois, donc je pouvais pas refuser. Et du coup, je suis resté à Strasbourg. Après, je me suis blessé et c'est que depuis quelques années où voilà, j'ai des possibilités de partir à l'étranger. Mais j'ai pas eu de... Et c'est là où je me sens bien, tu vois. Je me sens bien chez moi. T'as eu quoi comme offre? Je me sens bien... ça va pas être de l'Euroleague, tu vois, mais ça va être voilà, j'ai eu des offres championnat espagnol, 10e, 12e, 13e, 14e, tu vois. Fuenbradala, ce genre d'ambiance là? Ouais, non, pas forcément, mais... Alicante? Non, c'est ouais, non, je sais plus. Enfin, tu vois, mais... Et c'est là où maintenant, je suis bien... C'est pas un regret, finalement. Maintenant, non. Maintenant, total... non, parce que je suis épanoui où je suis. Comme on en parlait avec la famille, on a aussi Limoges. C'est pas que pour le basket aussi, c'est parce que on est bien avec l'école à côté pour les enfants. Ils sont épanouis aussi. Après, il faut jamais dire jamais, tu vois. Mais que, typiquement, l'été dernier, si j'avais voulu partir, je pense pas que je serais resté en France, tu vois. Tu connais le basket, le championnat de France depuis un bon bout de temps maintenant, puisque tu viens de le dire, tu as fait toute ta carrière. Comment tu vois l'évolution de ce championnat depuis une dizaine d'années? Pour moi, ça n'a rien à voir le niveau. Tu vois, pour moi, c'est le jour et la nuit, hein. Enfin, alors après, le basket évolue aussi. Tu voyais, quand on gagnait avec Chalon en 2012, alors ok, on avait des bons joueurs, tu vois. On était super complémentaires, mais au niveau tactique, je veux dire, ça n'a rien à voir. Enfin, chaque équipe avait une défense. À partir du moment que tu avais compris quelle défense faisait l'équipe, il n'y a pas beaucoup d'adaptation dans le jeu. Mais tout le monde était comme ça. Donc, tu vois, c'était vraiment, bon, tu sais que Philippe Hervé va faire cette défense-là, tu joues comme ça, basta, quoi. Maintenant, je pense qu'avec 3 équipes d'Euroleague, 2 qui marchent très très bien et l'Asvel qui est pas loin de très bien marcher aussi, ça va. Quand on parle de locomotive, je pense que c'est le cas en fait, tu vois, parce que avant, moi je me souviens avec Chalon, on arrive en Euroleague, je jouais n'importe quelle équipe d'Euroleague, je me dis, wow, c'est l'Euroleague en fait, tu vois. Même si les gars ils sont pas forcément meilleurs que toi, tu te dis, wow, c'est l'Euroleague. Donc tu arrives dans ton match déjà avec un petit complexe d'infériorité, au lieu. Maintenant, si je devais jouer l'Euroleague maintenant, je me dirais, attends, mais les mecs sont pas meilleurs que Monaco, sont pas meilleurs que Paris. Enfin, tu vois, c'est des équipes que tu as l'habitude de jouer, en fait, tu vois. Donc, je pense que toujours ce plafond de verre, en fait, tu vois, même pour les plus jeunes, bon, attends, je joue Monaco. Alors, ok, tu vas peut-être pas gagner. Ok, Monaco, selon s'ils jouent après une double week, ils vont peut-être pas avoir le même effectif, etc. Mais tu te rends compte que les mecs sont très bons. Mais c'est pas non plus, tu vois, il n'y a pas non plus un écart. Ils vont pas te mettre 50-0, quoi, tu vois. Et ça, je pense que ça aide tout le monde. Du coup, Nico, tu as 34 ans, tu dois jusqu'à quand? Je pense que jusqu'à ce que ma tête lâche, en fait. C'est pas le corps, hein. Le corps, il y aura zéro souci et ça va être jusqu'au moment où j'aurai plus ce plaisir-là de faire les choses extra, tu vois. Extra, ça veut dire arriver en avance à l'entraînement, rester faire mes routines à la fin, faire ma récupération, etc. Je pense que ça va être plutôt ça que simplement le corps. Après, il y aura aussi une période, hein, tu vois, j'ai joué avec un joueur comme David Andersen. Il a gagné 3 fois l'Euroleague, il marchait sur l'Euroleague à un moment. Quand je le voyais en fin de carrière à Strasbourg, tu vois, avoir du mal à être à un niveau et, entre guillemets, tu vois, se faire taffer un peu par un mec du Portel.
C'est pas pour le mec du Portel. Non, mais tu vois. Mais oui, non, mais bien sûr. mais tu sais, un Mais bien sûr, bien sûr. poste 4 d'1m88 Ah oui. qui va plus vite que toi, qui commence à te trash talk et tout. Je me dis, il faut l'accepter quand même, tu vois. Mentalement, je sais pas si je pourrais, tu vois, tenir et être là-dessus et simplement faire le mec grand frère, quoi, tu vois. Donc, à voir, je vais essayer d'être le performant le plus longtemps possible. S'il faut faire après une ou 2 années, voilà, nouveau dans un rôle, essayer d'aiguiller les gars et jouer moins, voire beaucoup moins. Pas de souci, en fait, tant que c'est clair et carré, moi, je suis prêt à tout, quoi. Je viens de parler de David Anderson. C'est qui Andersen. David Anderson, bien sûr. C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière? Est-ce qu'il y a un gars qui sort vraiment du lot? Bah, sortir du lot, je sais pas, mais tu vois, Blake Shield, Chalon, c'était quand il a été MVP. Quelque chose, hein. Voilà, exceptionnel. on avait l'attaque en triangle, quoi, tu vois. C'était balle à lui et tout le monde regardait et il faisait briller tout le monde, quoi, tu vois. C'était assez et encore un exemple d'un mec qui avait besoin d'avoir le ballon et d'être au centre du truc quand il allait dans une équipe d'Euroleague et tu vois, tu partages un peu plus les responsabilités. Il a plus jamais réussi à avoir le même rendement, hein, tu vois. Je dis toujours que ça dépend beaucoup plus du contexte que du joueur, hein. C'est pas pour rien quand il y a un mec qui se fait virer, il a 2 points de moyenne là, il va là-bas, il est à 20. Il a pas progressé en fait, hein, tu vois. C'est juste le contexte. Mais pour revenir à ta question, je dirais Blake. Après, on a eu Malcolm Delaney la même année aussi, tu vois, qui derrière a fait une grosse carrière. Après, il était encore rookie à Chalon. Après, le plus impressionnant, c'est Victor, hein. Tu vois, sur ce qu'il est capable de faire, etc. C'est plus le même sport, tu vois. C'est plus le même sport, en fait, tout simplement, quoi. Est-ce que tu as joué avec un mec meilleur shooter que toi? Meilleur, tu vois, il enlève Timov. Pas meilleur, parce que sinon il va plus dormir pendant 6 Ah bah jours. c'est trop tard là, ça y est. Si j'ai qu'il est meilleur, mais on va dire. Il y a un Timov, moi, c'est un mec du Sud-Ouest qui était à Pau, donc il a joué avec plein de potes à moi. Ils me disent tous depuis minime, c'est un énorme filochère. Et puis il est vraiment dans la mentalité, tu vois, ça lui fait plaisir en fait. Tu vois, très longtemps on a eu cette étiquette shooter, t'étais là en mode non, mais je veux pas être qu'un shooter, tu vois. Lui, il était, écoute, T'inquiète. moi je suis. Et en plus, il parlait. Et vraiment un shoot très. C'est un peu les pieds au sol, vraiment le Bulgare, quoi, tu vois. Non, donc il est pas meilleur. Nico, je voulais qu'on revienne sur un événement de ta carrière. C'était il y a longtemps, c'était en cadet. Et t'as fait pleurer mon coach Paco Lolé. Alors moi, je jouais pas évidemment parce qu'on n'a pas la même génération, mais parle-moi de ce tir qui t'offre ton premier titre, le titre de champion de France cadet, où tu mets un tir de tes lancers francs au buzzer. Ouais, bah tu vois, j'ai même pas l'impression que c'est moi qui l'ai mis celui-là, tu vois, parce que déjà ça fait longtemps. Et puis j'ai plus trop de souvenirs en fait, tu vois. J'ai juste le souvenir d'être dans le noir total avec 15 gars qui te sautent dessus, tu vois. Et sinon, le shoot en soi, c'était la situation, on était à moins 1. Ils ont 2 lancers, Thomas Hurtel, quand même au lancer, pas beaucoup. Donc, ton coach, il fait pas une entourloupe à faire attendez le chrono. Si. Paco, il me l'a raconté, il avait une haine. Mais c'est même pas le. Par contre, pour penser qu'on a gagné à cause de ça, il faut y aller quand même, hein. Il avait la haine. Ouais, effectivement. Il m'a raconté ça effectivement. le lendemain ou après-demain. Et donc, mais je crois que c'est même pas le coach, c'est un Maxence Broyer maintenant qui est coach et qui à l'époque était chez nous, mais il jouait pas, tu vois, c'était un joueur. Et c'est lui qui a dit le chrono. Enfin, je crois que c'est une histoire comme ça. Et donc Thomas Hurtel de lancer, donc il loupe les 2 à 5 secondes de la fin. Donc on est quand même 5 secondes de la fin. Louper les 2, on est encore loin du panier. Sauf qu'ils prennent le rebond. Et le gars, Fernando Raposo, au lieu de garder la balle, il shoot, quoi. Bah, après, bon, le gars, à 3 secondes, tu te dis, bon, shoot, au pire, je loupe, basta, quoi. Et shoot, et là, rebond, on me donne la balle, bah, je lance de l'autre bout de terrain, ça rentre, quoi. Et ce qui est marrant, alors, dommage qu'il n'y ait pas YouTube, overtime, tu vois, les trucs comme ça. T'es drafté là, hein, je te dis direct. Putain, ça aurait peut-être changé ma vie. J'aurais été dans First Team à 18 ans, quoi. Ouais, peut-être. Et sur les rares vidéos où tu vois, bah, quand la balle est en l'air, tu vois les gars de Pau qui sont en train de célébrer. Et là, ils voient le truc et c'est parti vraiment en live après parce qu'ils ont bazardé des chaises dans les murs. Dans la salle. Ils ont bazardé des chaises dans les murs et il y a même un gars de leur gars qui a dit arrêtez et un gars qui s'est vénère. Et c'est pas et le gars c'était un ancien un peu, il est tombé dans les pommes, Ouais, c'est un peu parti en live, ouais. Vilain. Bon, Sacré souvenir. tu prépares déjà un peu l'après, j'ai l'impression, et tu veux même incarner la concurrence apparemment, Nico. T'as lancé un podcast, parle-nous un petit peu. Purée. Quand je vois le matos, je me dis que je suis un peu loin avec mes micros. Parle-nous un petit peu justement de ton podcast. Non, moi quand j'aime bien quelque chose, j'essaie toujours de pousser le truc. Tu vois, je sais pas jusqu'où ça va m'emmener, mais c'est aussi pour voir si c'est faisable, pas faisable, c'est dur, pas dur. En fait, j'ai pas envie d'avoir de regrets, d'arrêter ou d'être le genre de mec à podcast. Si j'avais fait ça, j'aurais tout pété, ça aurait été cool, etc. Oui, ça fait longtemps que j'écoute beaucoup de podcasts sur
soit sur le business, génération do it yourself, des trucs comme ça, ou JJ Redick, j'ai appris tellement de trucs dans son podcast avec les invités sur des questions basket, mentales, etc. Tu vois encore vous, Amara, là, ce qu'il avait dit sur Nadir, sur... c'est ce genre de questions, savoir qui date qui, je m'en fous, tu vois, ou... ok. Mais j'ai appris vraiment beaucoup de trucs là-dessus et je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de toutes les questions que j'ai toujours eu envie de poser, d'avoir des invités et pouvoir les poser. Si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Alors maintenant, je le fais vraiment de mon côté plutôt maintenant sur de l'audio. J'ai envie de passer un peu sur de la vidéo, mais pas du... je peux pas être comme vous, avoir mon studio. C'est plutôt... tu sais, quand tu vas te déplacer et tu joues contre un gars, il a un studio, pas d'éclairage, etc. Sur de la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Dès que tu passes à la vidéo, tu élargis le champ des métiers. Hein. Exactement. Donc écoute, on verra. Je vais faire ce que je peux. C'est aussi, ça te montre aussi que c'est un vrai métier, que c'est, tu vois, préparer les interviews, préparer le truc, trouver les invités. C'est un métier. Hein. Exactement. Franchement. C'est plus dur que prendre des staggers et shooter à 3 points. Hein. Peut-être quand même pas, mais. non, mais vraiment, moi, je vous l'avais déjà dit, j'écoute beaucoup les émissions et chapeau pour ce que vous faites et avoir parce que vous êtes vraiment dans le créneau où vous balancez de la punchline, tu vois, et c'est aussi ce qu'il faut, je pense, pour ramener des gens, mais vous avez quand même un background de basketteur et vous avez un vrai aspect tactique, technique. On l'a vu sur les JO d'ailleurs, hein, donc vous avez changé la carte de finale. T'arrêtes pas de nous dire ça. Mais on le saura que dans le livre de Vincent. Si un jour il écrit, il est critique. Il nous racontera cette soirée exceptionnelle d'après-finale. En tout cas, merci Nico, beaucoup. merci. On s'est régalé. C'était un plaisir de t'entendre. Dis-nous d'ailleurs le nom de ton podcast quand même. Tu l'as pas dit. Ça s'appelle Mauvaise Langue. Voilà. Bravo le jeu. Bravo, tu vois, ma femme. Dites qu'il est bien comme ça. Ma femme, elle est contente. Il est très très bien. Bravo Madame Lang. Elle a fait mieux que ChatGPT. Hein. Merci Nico, on va te laisser te préparer pour ton All-Star et puis on se recroisera évidemment comme d'habitude autour des terrains de BetClick. Merci à vous les gars. Bon All-Star et allez la France quand même. Hein. Toujours. Demain sur DAZN à partir de 17h. Demain sur DAZN à partir de 17h pour 3 heures de live avec Stephen Brun sans pause. Je viens de recevoir le runner, j'ai 3 heures de live. Mais t'adores ça, Erwan, t'es fait pour ça. Attends, je te dis pas ça comme une mauvaise nouvelle. Ça va être 3 heures de live et sur YouTube en plus. Rendez-vous demain, donc 17h sur la plateforme DAZN ou sur la chaîne YouTube de DAZN. On sera là pour fêter, célébrer la BetClick Elite et le basket français. Merci Nico, merci à vous les gars, demain. Et merci à Théo et Wessim qui sont venus nous rendre service sans qui on n'aurait pas pu avoir d'interview ni plus ni moins. Donc merci à nos amis qui sont venus nous dépanner ce matin comme ça. Et pas bravo aux avions. Hein. Et pas bravo à nos amis qui annulent des avions. D'ailleurs, on va s'arrêter là parce que sinon ça va très mal finir. Bisous, à très vite.